Mon fils cadet, qui est pilote, m'a appelé. « Maman, il se passe quelque chose d'étrange. Ma belle-sœur est à la maison. »« Oui, c'est vrai, » ai-je répondu. « Elle est sous la douche. » Sa voix s'est réduite à un murmure. « C'est impossible. J'ai son passeport entre les mains. Elle vient de monter à bord de mon vol pour la France. » À ce moment précis, j'ai entendu des pas derrière moi. « Je suis contente que tu sois à la maison. Si tu regardes cette vidéo, merci de liker, de t'abonner à la chaîne et de me dire dans les commentaires d'où tu regardes mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où elle s'est répandue. Ce matin, comme tous les autres, je me dépêchais de faire la vaisselle après le petit déjeuner. Mon fils aîné, Steven, était parti tôt au travail, laissant la maison silencieuse. Son fils, mon petit-fils Matthew, ce petit malin de 7 ans, avait déjà été pris en charge par le bus scolaire. Et Araceli, ma belle-fille, la femme de Steven, venait de monter à l'étage. Sa voix douce m'est parvenue. « Maman, je vais prendre une douche rapide. »« D'accord. » J'ai hoché la tête en souriant. J'avais à peine rangé la dernière assiette que le téléphone fixe a sonné. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et me suis dépêchée de répondre. La voix joyeuse et jeune de mon fils cadet, Ivan, a rempli la ligne. « Maman, je voulais juste te dire bonjour. J'avais un peu de temps libre pendant une escale à l'aéroport. » Entendre sa voix m'a fait l'effet d'une étreinte chaleureuse. Ivan était ma fierté et ma joie, un jeune copilote toujours en déplacement, qui réalise son rêve d'enfant de conquérir les cieux. Je lui ai parlé et souri, et lui ai posé quelques questions sur son vol, pour savoir comment il allait. Il a ri de bon cœur et m'a répondu que tout allait bien, que le travail se passait bien, mais soudain son ton a changé, comme s'il hésitait à dire quelque chose. « Maman, il s'est passé un truc vraiment bizarre. Ma belle-sœur est à la maison. » J'étais perplexe. J'ai regardé vers l'escalier où j'entendais encore l'eau couler dans la salle de bain. « Bien sûr qu'elle est là, chérie. Araceli est à l'étage en train de prendre une douche, » ai-je répondu avec certitude. Araceli m'avait parlé moins de 10 minutes auparavant, et elle portait ce chemisier blanc qu'elle portait toujours à la maison. Comment pouvais-je me tromper? Mais, à l'autre bout du fil, Ivan et Coston est resté silencieux pendant un long moment, si long que je pouvais entendre sa respiration. Puis sa voix est devenue très sérieuse, pleine d'étonnement. « Maman, c'est impossible, car j'ai son passeport ici dans ma main. Elle vient de monter dans mon avion à destination de la France. » J'ai ri, pensant qu'il devait se tromper. « Oh, chérie, tu as du mal voir. Je viens de voir Araceli. Elle m'a même dit qu'elle allait prendre une douche. » J'ai essayé de lui expliquer calmement pour le rassurer. Mais il n'a pas ri. Il ne m'a pas répondu comme il le faisait d'habitude. Il m'a dit d'une voix lente, comme s'il essayait de mettre de l'ordre dans ses idées, qu'après l'embarquement de tous les passagers, il était sorti, en courant, pour chercher des papiers qu'il avait oubliés et qu'il avait accidentellement trouvé un passeport près de la porte d'embarquement. Au début, il avait pensé le donner au personnel de l'aéroport, mais lorsqu'il l'a ouvert pour voir à qui il appartenait, il s'est figé. La photo était celle d'Araceli. Son nom était là, clair comme de l'eau de roche. Il n'y avait aucun doute possible. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Mais j'ai essayé de rester calme. « Tu es sûr, Ivan ? Ce passeport pourrait appartenir à quelqu'un d'autre, » ai-je dit, même si une petite pointe d'inquiétude m'avait déjà effleuré. Ivan soupira, et sa voix était désormais un mélange de perplexité et de fermeté. « Maman, je viens de descendre dans la cabine passager
pour vérifier si c'était elle. Elle est assise en première classe, à côté d'un homme qui a l'air très riche et élégant. Ils discutaient très intimement, comme s'ils formaient un couple. Les mots d'Yvonne me transpercèrent comme un coup de poignard. Je restais figée, serrant le combiné du téléphone. Ma tête tournait. Un couple impossible. Je venais d'entendre la voix d'Araceli à l'étage. Je venais de la voir en chair et en os dans cette maison. Mais à ce moment précis, le bruit de l'eau dans la salle de bain s'est arrêté. J'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir et la voix d'Araceli descendre les escaliers. Elle était douce, mais suffisamment forte pour me faire sursauter. « Maman, qui est-ce que c'est ?» J'ai paniqué. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. « Juste un ami », ai-je répondu rapidement, la voix tremblante. Et je me suis précipitée dans le salon pour éviter le regard d'Araceli, qui passait la tête par la porte de l'escalier, les cheveux encore mouillés. Je fermai la porte et murmurai dans le téléphone, essayant de ne pas laisser transparaître ma nervosité. « Ivan, je viens d'entendre Araceli. Elle est là. Elle vient de finir de prendre sa douche. »« Tu es sûre de ne pas te tromper ?» De l'autre côté, Yvonne se tut à nouveau. Puis sa voix devint plus dure. « Maman, c'est impossible. Je l'ai juste devant moi dans cet avion. Je la regarde en ce moment même. J'étais sans voix, l'esprit vide. J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes au point de presque laisser tomber le combiné. Le salon m'a soudainement semblé étouffant, même si le soleil brillait dehors. Je me suis effondrée sur le canapé, en essayant de respirer profondément. Mais ma poitrine était lourde d'une question sans réponse. Si Araceli était là, qui était la femme dans l'avion d'Yvonne? Et si la femme dans l'avion était Araceli, qui était la personne dans ma maison? Quelques minutes plus tard, Araï est descendue dans la cuisine. Elle portait une robe bleu clair propre, ses cheveux étaient encore humides, et elle souriait avec la même douceur que d'habitude. « Maman, je vais au marché tôt, aujourd'hui. Tu veux que je te ramène des légumes ou autre chose? » Sa voix était douce, familière, comme si rien d'étrange ne se passait. Je la regardais, essayant de sourire. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression de porter des pierres. « Oui, ma chérie. Ramène des tomates, s'il te plaît, » répondis-je, la gorge sèche. Araceli acquiesça. Elle prit son panier en osier et sortit de la maison. Sa silhouette disparut derrière le portail. Je restais là à la regarder partir, le cœur en proie à une tempête. Je ne croyais pas qu'Yvonne me mentait. Mon fils n'avait aucune raison d'inventer une histoire pareille. Il avait toujours été un garçon honnête, très sensible et affectueux avec sa famille. Mais Araceli, la belle-fille avec qui j'avais vécu pendant tant d'années, était également devant moi, en chair et en os, indéniable. Je me suis demandé, y a-t-il quelque chose qui m'a échappé? Y a-t-il un secret dans cette maison que moi, une vieille femme, je n'ai jamais remarqué? Je me suis assise en silence dans le salon, tandis que le soleil de midi filtrait à travers les rideaux, projetant de faibles rayons de lumière sur le sol carrelé. Le vieux fauteuil où je m'assois toujours pour tricoter ou lire des histoires. Matthew semblait aussi plus lourd maintenant. L'appel d'Ivan résonnait dans ma tête. Chacun de ces mots était comme un coup de marteau dans mon cœur. J'ai regardé autour de moi la pièce où étaient accrochées les photos de famille. Steven et Araceli le jour de leur mariage, Matthew nouveau-né, et le sourire radieux d'Yvonne lorsqu'il a enfilé son uniforme de pilote pour la première fois. Tous ces souvenirs semblaient désormais recouverts d'un voile, flou et plein de doutes.
Je m'appelle Stella Brooks. Je suis une veuve de 65 ans qui vit dans un quartier calme de classe moyenne à Phoenix, en Arizona. Mon mari, Raphaël, est décédé il y a 10 ans, me laissant avec mes 2 fils que j'aime plus que ma propre vie. Steven, l'aîné, est un architecte travailleur, toujours plongé dans ses plans et ses projets. Yvonne, le plus jeune, est ma fierté pour avoir réalisé son rêve de devenir pilote. Ma vie tourne autour de la petite famille de Steven, de ma belle-fille Araceli et de mon petit-fils Matthew, et des jours paisibles passés dans cette maison. Araceli, ma belle-fille, a toujours été un modèle parfait à mes yeux. Elle a été belle, travailleuse, toujours impeccable, de sa façon de s'habiller à la manière dont elle s'occupait de Matthew. Je me souviens encore du jour de leur mariage, une grande fête organisée dans la cour de la maison de ses parents. Même si la famille d'Araeli n'était pas riche, ils ont fait tout leur possible pour que tout soit parfait. Araceli est entrée dans ma maison avec un sourire confiant et un regard lumineux, comme si elle était née pour être une épouse et une mère merveilleuse. Je pensais souvent à la chance que j'avais d'avoir une belle-fille comme elle. Après le départ d'Araceli pour le marché, je suis restée assise, serrant inconsciemment le bord de la nappe. L'appel d'Yvonne m'a amenée à réexaminer de petits détails qui me semblaient normaux auparavant. Il y avait des jours où Araceli quittait la maison en disant qu'elle allait au marché ou voir une amie, mais quand elle revenait, elle semblait être une personne différente. Un jour, elle était toute douce, serrant Matthew dans ses bras et lui chantant une berceuse pour l'endormir. Mais d'autres jours, elle était de mauvaise humeur et me criait dessus simplement parce que j'avais oublié de remettre la salière à sa place. Je pensais que c'était juste les sautes d'humeur d'une jeune femme. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûre. Mon cœur était noué, comme si quelqu'un jouait avec tous les souvenirs que j'avais chéris pendant si longtemps. Je me souviens qu'il y a quelques mois, Araceli avait pris un stylo pour écrire la liste des courses de la main droite. Son écriture était très droite et soignée, mais le lendemain, je l'ai vue utiliser sa main gauche et écrire avec plus de boucles, comme si elle n'était pas habituée. Je lui ai demandé « Depuis quand écris-tu de l'autre main, ma chérie ?» Elle a ri et m'a rapidement répondu « Oh, juste pour m'amuser, maman. Je m'entraîne. » J'ai acquiescé sans y prêter davantage attention. Mais maintenant, ce détail était devenu un souvenir marquant dans mon esprit. J'étais perdue dans mes pensées lorsque j'ai entendu la porte s'ouvrir. Matthew est arrivé en courant, son sac à dos rebondissant sur son dos. Il m'a serré fort dans ses bras en disant de sa petite voix chantante « Grand-mère, la maîtresse m'a félicitée aujourd'hui parce que j'ai très bien dessiné. » Je lui caressais la tête, essayant de sourire, mais je sentais toujours un poids sur ma poitrine. Matthew s'assit et sortit son cahier pour me le montrer. « Grand-mère, regarde, hier, maman m'a aidé à faire mes devoirs avec sa main droite, et son écriture était très jolie. Mais aujourd'hui, elle a écrit avec sa main gauche, et c'était moins joli. » Le garçon me montra 2 pages du cahier, l'une avec des lettres bien formées, et l'autre avec des lettres tordues. Je regardais l'écriture et mon cœur se serra. « Ta maman a dû être très occupée aujourd'hui, elle était probablement fatiguée. C'est pour ça qu'elle a écrit comme ça, » dis-je, essayant de cacher ma confusion. Mais Matthew leva les yeux vers moi avec son regard innocent. « Grand-mère, ma maman est tellement bizarre. Certains jours, elle me serre très fort dans ses bras, mais d'autres jours, elle ne me regarde même pas. » « Non,
Les paroles de mon petit-fils me transpercèrent hors le cœur. Je l'ai serré dans mes bras pour le réconforter. Mais dans ma tête, tout commençait à s'embrouiller. À ce moment-là, la sonnette a retenti. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte, et j'ai vu Madame Collins, ma gentille voisine, debout devant moi, avec l'assiette qu'Araceli lui avait apportée la veille. Elle souriait de son sourire habituel, mais ses yeux trahissaient ta curiosité. « Stella, ta belle-fille est si gentille, mais hier, j'ai remarqué qu'elle m'avait tendu l'assiette de la main gauche, et tu m'as dit qu'elle était droitière, n'est-ce pas? C'est étrange. Ou peut-être qu'elle utilise ses deux mains. » J'ai esquissé un sourire, et j'ai répondu « C'est possible, elle. Tu veux entrer prendre un thé ?» Elle a acquiescé et est entrée, mais sa remarque m'a transpercé le cœur comme une épine. Je n'étais pas la seule. Même les voisins avaient remarqué la différence. Je lui ai servi du thé, et nous avons parlé de tout et de rien. Mais dès qu'elle est partie, je me suis effondrée sur le canapé, la main sur la poitrine. Je me sentais figée, comme si le monde s'écroulait sur moi. Cet après-midi-là, je suis sortie dans le jardin avec l'arrosoir, essayant de verser doucement l'eau sur les marguerites, dont je m'occupais depuis des années. Le soleil commençait à se coucher. Les ombres des arbres s'étiraient dans la cour, mais mon âme ne trouvait pas la paix. Les paroles de Matthew, de Madame Collins et la voix ferme d'Yvonne au téléphone tournaient en boucle dans ma tête, comme des cailloux jetés dans un lac calme, créant des ondulations qui ne s'arrêtaient pas. J'arrosais les plantes, mais mon esprit était ailleurs. Je me suis demandé, suis-je trop vieux maintenant pour remarquer les choses étranges qui se passent dans ma propre maison? Ou ai-je délibérément fermé les yeux, voulant croire en la famille heureuse dont j'ai toujours rêvé? Araceli est revenue du marché, avec son panier en osier. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'elle le tenait de la main gauche. Je me souvenais parfaitement qu'Araceli utilisait toujours sa main droite, que ce soit pour tenir le couteau pour couper les légumes ou pour peigner les cheveux de Matthew. Je suis restée là à la regarder poser le panier sur la table de la cuisine. Puis je lui ai demandé à voix basse « Qu'as-tu acheté, Araceli ?» J'essayais de parler naturellement, mais à l'intérieur, un sentiment de suspicion grandissait. Elle a souri et m'a répondu très poliment. « J'ai acheté des tomates, de la coriandre et du poisson frais. Maman, je vais préparer le poisson rôti que tu aimes tant ce soir. » Ça te dit? Sa voix était douce comme toujours, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer ses mains. La gauche? Non, la droite. J'ai hoché la tête et je me suis détournée, faisant semblant de nettoyer la table. Mais mon cœur battait à tout rompre. Étais-je en train d'imaginer des choses? Ou ces petits détails essayaient-ils de me dire quelque chose? À l'heure du dîner, toute la famille s'est réunie autour de la table. Steven était fatigué après une longue journée de travail, mais il a quand même souri à Matthew et lui a demandé comment s'était passée l'école. Araceli mangeait lentement, délicatement, et s'est même tournée vers Steven pour lui rappeler. « Chérie, la réunion parents-professeurs a lieu la semaine prochaine, alors n'oublie pas de prendre un jour de congé. » Je l'ai regardée, essayant de trouver la belle-fille dont j'étais si fière. Mais dans ma tête, la voix d'Yvonne ne cessait de résonner. Elle est assise en première classe à côté d'un homme. J'ai mordu ma lèvre, essayant d'avaler mon angoisse, mais j'avais l'impression d'avoir une pierre coincée dans la gorge. À peine 3 jours plus tard, tout avait changé. Matthew a renversé un verre d'eau pendant le dîner, et l'eau s'est répandue sur toute la nappe.
J'ai rapidement attrapé un chiffon pour nettoyer, en riant. « Ce n'est pas grave, chérie. Fais juste plus attention. » Mais Araceli, assise en face de lui, a soudainement froncé les sourcils et a dit d'une voix aiguë. « Matthew, pourquoi es-tu si maladroit? Fais plus attention. » J'étais stupéfaite en regardant Steven. Il a également froncé les sourcils et a dit à voix basse. « Araceli, c'était un accident. C'est tout. » Elle s'est retournée, les yeux brillants de colère. « Tu le défends toujours, et je finis par passer pour la méchante de la maison. » L'atmosphère à table est devenue pesante. Matthew a baissé la tête, les yeux remplis de larmes. Je l'ai serré dans mes bras, ressentant une profonde douleur. Il y a quelques jours à peine, Araceli lui avait gentiment rappelé d'aller à l'école. Et maintenant, elle semblait être une personne complètement différente. Je m'assis à côté d'elle, observant en silence, essayant de rassembler les pièces du puzzle dans ma tête. Aujourd'hui, elle était irritable. L'autre jour, elle était si gentille. Aujourd'hui, elle utilisait sa main gauche. L'autre jour, c'était sa main droite. Ces petites différences, une à une, s'accumulaient dans mon esprit, comme les pièces d'un puzzle que je ne parvenais toujours pas à assembler complètement. Je me suis dit que je devais me calmer. Mais chaque fois que je regardais Araceli, je voyais une étrangère, comme si elle n'était pas la belle fille avec laquelle j'avais vécu pendant tant d'années. Quelques jours plus tard, j'ai emmené Matthew à l'école. Il m'a tenu la main tandis que nous marchions dans la même vieille rue pavée. Soudain, il s'est arrêté, m'a regardé et m'a dit d'une voix triste. « Grand-mère, hier, maman m'a appris à écrire et elle a été très patiente. Son écriture était si jolie. Mais aujourd'hui, elle n'a même pas voulu regarder mes devoirs. Elle m'a dit de les faire tout seul. Je me suis agenouillée pour regarder dans ses yeux clairs et j'ai senti mon cœur se briser. Ta maman était occupée, mon chéri. Ne sois pas triste, lui ai-je dit, mais ma voix tremblait. Matthew a hoché la tête, mais son regard était toujours plein de déception. Je l'ai serré dans mes bras, envahi par un immense sentiment d'impuissance. Il n'a que 7 ans. Comment pouvait-il comprendre quelque chose que je ne comprenais pas moi-même? Ce soir-là, nous nous sommes assis à nouveau pour dîner. Soudain, Araceli a sorti un petit carnet de son sac et a commencé à écrire quelque chose de la main gauche. Steven, qui était en train de se servir, a éclaté de rire. « Hé, depuis quand tu écris de la main gauche? Ça a l'air bizarre. » Araceli s'est figée, un sourire forcé aux lèvres. « Oh, je fais juste un essai, chérie. » Elle rangea rapidement le carnet dans son sac, mais je remarquai une lueur de panique dans ses yeux. Steven secoua la tête et ne dit rien d'autre, mais je savais qu'il avait lui aussi remarqué quelque chose d'étrange. Je restais assise là, serrant ma cuillère, essayant de garder un visage impassible, mais à l'intérieur, les doutes grandissaient comme un feu lent. Un matin, je pris un pot d'épices vide et traversai la même vieille rue pavée pour me rendre chez Madame Collins. Araceli l'avait emprunté quelques semaines auparavant, disant qu'il lui servirait à préparer le chili qu'elle aimait tant. Je frappai à la porte, et Madame Collins m'ouvrit, avec son sourire aimable habituel. « Stella, entre, je vais te faire du café, » dit-elle, un chiffon encore à la main. Je lui ai donné le pot, pensant la remercier et partir. Mais elle m'a fait asseoir sur une chaise en bois dans sa cuisine. L'atmosphère était chaleureuse. Ça sentait le café torréfié, mais je n'arrivais pas à me détendre.
Madame Collins m'a regardée avec des yeux pleins de doute et a baissé la voix. « Stella, ne te fâche pas contre ce que je vais te dire. La personnalité de ta belle-fille a-t-elle changé? Un jour, elle me salue joyeusement et me demande même des nouvelles de mes enfants. Mais hier, elle est passée par ici. Je lui ai fait signe et elle ne m'a même pas remarqué, comme si elle ne me connaissait pas. » Les paroles de Madame Collins ont été une nouvelle pierre jetée dans le lac agité de mon cœur. J'ai esquissé un sourire et j'ai répondu « Elle devait être pressée, Hélène. Tu sais comment sont les jeunes de nos jours. » Mais à l'intérieur, j'étais bouleversée. Je savais que Madame Collins ne parlait pas pour ne rien dire. C'est une personne très sensible qui prête toujours attention aux détails. Si même elle avait remarqué à quel point Araeli était étrange, alors mes soupçons n'étaient plus seulement le fruit de mon imagination. Je suis restée un peu plus longtemps, j'ai bu une gorgée de café désormais froid, puis j'ai pris congé, le cœur lourd. Sur le chemin du retour, je suis passée devant la boulangerie de Monsieur Johnson, où j'achetais toujours des pains sucrés pour Matthew. Monsieur Johnson était derrière le comptoir, et quand il m'a vue, il m'a souri. « Madame Brooks, que puis-je vous servir pour le petit champion aujourd'hui? » « Ouais. » Je lui ai demandé des pâtisseries, et il m'a soudain demandé « Vous êtes la mère de Steven, n'est-ce que pas? Sa femme est venue l'autre jour. C'était très gentil. Elle m'a même dit que mon pain était délicieux. Mais ce matin, elle est revenue avec un air renfrogné. Elle a acheté le pain sans même dire merci. Elle est juste partie. » Je me suis figée, agrippant la poignée de mon sac à main. « Elle devait être fatiguée, Joe, » ai-je répondu d'une voix tremblante. Je l'ai remerciée rapidement, et je suis partie. Les paroles de Monsieur Johnson étaient un autre coup de couteau, creusant encore plus profondément les doutes qui grandissaient en moi. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis préparé une tasse de thé, et je me suis assise sous le porche. Le vent soufflait doucement, apportant le parfum des marguerites du jardin. J'ai regardé vers la rue, qui menait au marché, où Araceli se promenait toujours. Soudain, je l'ai vue revenir, son sac de courses à la main, mais elle m'a salué d'une voix sèche. « Bonjour, maman. » Pas de sourire, pas de joie comme hier lorsqu'elle se vantait d'avoir fait une bonne affaire en achetant de la coriandre. J'ai hoché la tête et répondu d'une voix basse. « Tu es déjà de retour. » Mais intérieurement, je ne pouvais m'empêcher de l'observer de plus près. Le chemisier qu'elle portait aujourd'hui était bleu marine, différent du chemisier blanc qu'elle avait lorsqu'elle est partie. J'ai essayé de lui demander d'une voix douce « Pourquoi as-tu changé de chemisier ?» Araceli a marqué une pause, puis a rapidement répondu « Oh, j'avais une tache dessus et j'ai dû le changer. » Elle a esquissé un sourire et s'est précipitée dans la cuisine. Je suis restée là, la tasse de thé à la main, avec l'impression qu'un rocher m'écrasait la poitrine. Les paroles de Madame Collins à propos de Monsieur Johnson et la façon dont Araceli m'avait répondu. Tout cela m'a forcé à cesser d'ignorer les choses. Ce soir-là, nous étions tous en train de dîner. Matthew parlait de l'école de sa petite voix enjouée. Mais je remarquais qu'Araeli se contentait d'acquiescer sans lui répondre, contrairement à d'habitude. Lorsque Steven demanda « Tu as fini de manger pour que ta mère puisse débarrasser les assiettes ?» Matthew se tourna soudain vers moi et dit innocemment « Grand-mère, oh, ma mère ne m'a pas chanté de berceuse. Mais hier, elle m'a chanté cette chanson
Quito lindo, que tu me chantais toujours, et c'était tellement beau. J'ai regardé Araceli, qui se servait à manger sans réagir. Mais les paroles de Matthew m'ont transpercé le cœur. Cette berceuse, ce Celito lindo que je chantais à Steven et Yvonne, seuls Araceli et moi la connaissions dans cette maison. Alors pourquoi l'a-t-elle chantée hier et pas aujourd'hui? Pourquoi a-t-elle changé si rapidement? Je me suis levée pour débarrasser les assiettes, mais mon esprit était ailleurs. Je me suis souvenue des fois où Araï quittait la maison en disant qu'elle allait voir une amie, mais revenait avec un regard étrange. Un jour, elle a rapporté un bouquet de fleurs fraîches, disant qu'une amie le lui avait offert. Mais un autre jour, elle s'est fâchée quand je lui ai demandé « Où es-tu allé aujourd'hui pour rentrer si tard ?» Avant, je pensais que ce n'était pas important. Mais maintenant, cela me semblait être les pièces d'un secret beaucoup plus grand. Je ne voulais pas croire qu'Araceli me cachait quelque chose. Mais chacun de ses mots, chacun de ses gestes me faisait douter. Ce soir-là, après avoir nettoyé la cuisine, je me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai sorti un vieux cahier d'un tiroir. Ma main tremblait lorsque j'ai écrit la première ligne. 15H, Araceli part au marché, revient à 18h, vêtue d'un chemisier bleu. Attitude irritable, je ne savais pas ce que je faisais, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à faire comme si de rien n'était. J'ai continué à écrire. Hier, elle a chanté une berceuse à Matthew, tendrement. Aujourd'hui, elle est haute et froide. Elle n'a pas chanté. Chaque mot était un trait lourd, comme si je gravais mes soupçons dans la réalité. Mon vieux cahier était désormais rempli de notes sur Araceli. Chaque ligne était un morceau de mon doute, comme si je peignais un tableau que je n'osais pas regarder. Je me suis assise dans la cuisine, le cœur lourd, à regarder le cahier. Je ne pouvais plus garder toutes ces pensées pour moi. Elles étaient comme des vagues qui montaient et descendaient, me laissant seule dans ma confusion. J'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Quelqu'un qui me comprendrait, qui ne me jugerait pas, qui ne tirerait pas de conclusions hâtives. J'ai immédiatement pensé à Carole, ma meilleure amie, qui est à mes côtés depuis notre enfance, lorsque nous nous asseyions sous un arbre pour tricoter et nous raconter nos vies. Je pris le téléphone, la voix tremblante. « Carole, tu es libre cet après-midi? Allons au café du coin. J'ai besoin de parler. » Carole accepta immédiatement, sa voix aussi chaleureuse que jamais. « Stella, je savais que quelque chose n'allait pas. Attends-moi. J'arrive. » Je me suis sentie un peu soulagée, mais l'inquiétude continuait de me peser. J'ai enfilé mon vieux châle et j'ai quitté la maison pour me rendre au petit café du coin où Carole et moi avions partagé tant de joie et de peine. L'endroit était toujours le même, avec ses tables en bois sombre et cette délicieuse odeur de café fraîchement torréfié. J'ai choisi une table dans un coin, où la lumière était tamisée, afin que personne n'entende notre conversation. Je m'assis là, serrant la tasse de café chaud. Mes l'âme glacée. Je me demandais comment j'allais lui parler de tous ces soupçons. Comment allais-je oser avouer que je doutais de ma propre belle-fille? Carole arriva vêtue d'un pull léger et portant un sac de légumes frais. Elle s'assit et me regarda droit dans les yeux, avec ce regard perçant, mais affectueux. « Stella, rien qu'en regardant ton visage, je sais que quelque chose de grave ne va pas. Allez, vas-y, dis-moi tout. Qu'est-ce qui te préoccupe autant? » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser ma voix se briser,
mais chaque mot restait coincé dans ma gorge. Je lui ai tout raconté en résumé. L'appel d'Ivan depuis l'aéroport, le passeport d'Aratali, la femme qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau dans l'avion, et tous les petits détails que j'avais notés, de la façon dont elle changeait de main pour écrire à son humeur changeante du jour au lendemain. Je sortis le carnet de mon sac et le lui tendis. « Regarde, j'ai tout noté ici. Je ne sais pas si je me fais des idées, mais je ne peux plus me permettre d'être naïve. » Carole feuilleta les pages en fronçant les sourcils. Elle lut lentement mon écriture tremblante. « Tu as tout remarqué, Stella, » dit-elle d'un ton grave. « Chaque fois qu'elle part et revient, c'est comme si c'était une autre personne. Qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai secoué la tête en serrant ma tasse de café. « Je ne sais pas, Carole. Je sais juste que j'ai peur. Peur qu'Araeli cache quelque chose. Peur que ma famille se désagrège si je creuse davantage. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je dois connaître la vérité. Pour Steven, pour Matthew. » Carole posa sa tasse sur la table et me regarda avec détermination. « On ne trompe pas facilement une femme, Stella. Que te dit ton instinct? Je suis sûre qu'il se passe quelque chose de louche ici. Tu dois aller au fond des choses. » J'hésitais et ma voix se transforma en murmure. Mais si je me trompais à son sujet? Et si je faisais du mal à Steven? Carole m'interrompit fermement. « Fais confiance à ton instinct. Si tu ne découvres pas la vérité, tu vivras toujours dans le doute, et tu ne pourras pas protéger Matthew ou Steven. » À ce moment-là, Madame Jenkins, la dame qui vend des légumes au marché et que je connais, entra dans le café. Elle me reconnut et me sourit. « Madame Brooks, quelle coïncidence. La semaine dernière, j'ai vu votre belle-fille au marché. Elle était si gentille. Elle a même acheté un bouquet de coriandre supplémentaire pour cuisiner. Mais ce matin, elle est revenue avec un air très sérieux. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Elle a acheté ses légumes et est partie. Quelque chose ne va pas avec votre belle-fille? » J'ai esquissé un sourire et j'ai répondu « Elle doit être fatiguée, Marie. » Mais à l'intérieur, j'avais l'impression de me noyer. Une autre personne qui avait remarqué le comportement étrange d'Arai. J'ai remercié Madame Jenkins, je l'ai regardée partir, puis je me suis retournée vers Carole. La panique se reflétait dans mes yeux. Carole m'a pris la main et sa voix s'est adoucie. « Tu vois, Stella, tu n'es pas la seule. Même les voisins l'ont remarqué. Ne te mens plus à toi-même. Continue à tout noter, et si nécessaire, tu devras la suivre. Pas pour lui t'en faire du mal, mais pour protéger ta famille. » J'ai acquiescé, mais mon cœur s'est serré. Je savais que Carole avait raison, mais l'idée de suivre ma propre belle-fille me donnait l'impression de trahir ma famille. J'avais passé toute ma vie à m'occuper de cette maison. Et maintenant, je devais faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Enquêter sur l'un des miens. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi, la tête encore en ébullition. Harry Selly a quitté la maison avec son panier rouge familier. « Maman, je vais faire un tour au marché, » dit-elle d'une voix douce. J'acquiesçai, mais dès qu'elle eut disparu derrière le portail, j'ouvris mon carnet et notai 15 écres. Harry Selly part au marché, avec un panier rouge. Attitude normale. Je restai là à regarder l'horloge, comptant chaque minute. À 18h, Harry Selly revint, mais le panier qu'elle tenait à la main était désormais bleu. Surprise, je lui ai demandé « Tu as changé de panier ?» Elle a souri et m'a rapidement répondu « Oui, l'autre s'est cassé
et une amie m'a prêté celui-ci. J'ai acquiescé, mais mes mains tremblaient tandis que j'ajoutais une ligne dans mon carnet. Retour à 18h, avec un panier bleu, voix un peu précipitée. Mes notes s'accumulaient. Chaque ligne me rapprochait un peu plus de la vérité, mais m'éloignait aussi un peu plus de l'image de la vieille mère qui ne sait qu'aimer et faire confiance. Le week-end, Steven est parti tôt pour faire des heures supplémentaires et Matthew était à une activité scolaire, laissant la maison calme, juste pour Arai et moi. Je nettoyais la table de la salle à manger, essayant de m'occuper pour chasser les doutes qui me rongeaient. Mais alors, Araceli est descendue de sa chambre dans une robe à fleurs jaune pâle, aussi fraîche qu'au début de son mariage. « Maman, je vais faire un tour au marché », a-t-elle dit d'une voix douce. Elle a pris son panier en osier habituel et est partie. J'ai acquiescé en souriant, mais une voix à l'intérieur de moi insistait. « Suis-la, Stella. Va découvrir la vérité. » Je n'ai pas hésité. J'ai pris mon vieux châle, je l'ai mis sur ma tête pour couvrir un peu mon visage, et j'ai quitté la maison en silence, en gardant une distance de sécurité derrière Araeli. Le soleil était chaud, la sueur trempait mon dos, mais je m'en moquais. Je voulais juste savoir où elle allait vraiment, ce qu'elle faisait. Araceli marchait rapidement dans la rue pavée, qui menait au marché. Mais soudain, au lieu de tourner à droite comme d'habitude, elle tourna à gauche dans une ruelle derrière un quartier populaire. Les maisons étaient vieilles, serrées les unes contre les autres, avec de la peinture écaillée et des toits en tôle rouillée. Je ralentis, le cœur battant, essayant de me cacher derrière des vélos garés sur le trottoir. Araceli ne s'est pas retournée. Elle a continué à marcher. Elle s'est engagée dans une ruelle encore plus étroite, où la lumière du soleil pénétrait à peine. Je me suis cachée derrière un atelier de mécanique où un homme était concentré sur le serrage d'écrous. J'ai vu Araceli s'arrêter devant une vieille porte en bois, frapper doucement, puis entrer et disparaître. Je suis restée là, le souffle court, la tête qui tournait. Que faisait ma belle-fille, là-bas? Ce n'était pas le marché ni aucune des maisons d'amis dont elle avait parlé. Je voulais m'approcher, frapper à la porte et lui demander directement, mais mes pieds semblaient cloués au sol. J'avais peur de la vérité, peur que ce que j'allais découvrir détruise tout. Finalement, je fis demi-tour et rentrai chez moi, pleine de questions, chaque pas plus lourd que le précédent. À peine avais-je poussé le portail que je me figeais. Araceli se tenait dans la cuisine, en train de couper des légumes, vêtue d'un chemisier blanc, complètement différent de la robe à fleurs qu'elle portait lorsqu'elle est partie. Elle fronçait les sourcils et me regardait d'un œil froid et perçant. « Où es-tu allée, maman? Tu viens juste de rentrer. » Je suis restée figée, la bouche sèche, incapable de prononcer un mot. Quelques minutes auparavant, je l'avais vue entrer dans cette ruelle vêtue d'une robe jaune. Comment avait-elle pu revenir si vite? Et ce chemisier? J'ai bégayé. Je suis juste allée me promener, c'est tout. Araceli a hoché la tête sans rien dire d'autre, mais son regard m'a donné des frissons dans le dos. Je suis montée dans ma chambre en faisant semblant de chercher quelque chose, mais en réalité, c'était pour échapper à ce regard, pour calmer mon cœur qui battait à tout rompre dans ma poitrine. Ce soir-là, j'étais assise en train de tricoter quand Matthew est arrivé en courant dans ma chambre, les joues rouges d'avoir joué dans le jardin. Il s'est accroché à mes jambes en sanglotant. « Grand-mère, maman m'a crié dessus, juste parce que j'ai fait tomber un crayon. Ce n'était pas comme hier. Hier, elle était si gentille. Elle m'a même pris dans ses bras.
J'ai pris Matthew dans mes bras. Je lui ai caressé la tête. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression de brûler. Ta maman était fatiguée, mon chéri. Ne sois pas triste, lui ai-je dit, mais ma voix tremblait. Matthew a caché son visage dans mon épaule et m'a murmuré « Grand-mère, je veux la maman d'hier ». Je l'ai serré plus fort dans mes bras, les larmes aux yeux. Les mots de mon petit-fils étaient comme un couteau, gravant mes soupçons encore plus profondément. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée dans mon lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Les images se répétaient sans cesse dans ma tête. Arai Shelley dans sa robe à fleurs, entrant dans la ruelle. Harry Shelley dans sa blouse blanche, debout dans la cuisine. Et la voix d'Ivan. Elle échait sur mon vol. Je pris le cahier dans le tiroir et écrivis une phrase. Je n'osais même pas y croire moi-même. Peut-être ne s'agit-il pas de la même personne. Cette phrase me semblait être une malédiction et me fit trembler. Le lendemain matin, je décidai de retourner dans cette ruelle. Je ne pouvais plus supporter le doute. Je pris la photo de famille, qui était accrochée dans le salon, celle où Araceli souriait radieusement, à côté de Steven et Matthew. Je les serrai fort, et j'ai quitté la maison, déterminée mais terrifiée. La ruelle était la même qu'hier, silencieuse et sombre. Je me suis arrêtée à côté d'un stand de maïs, où une femme d'âge moyen attisait le charbon. Je lui ai montré la photo et lui ai demandé « Excusez-moi, avez-vous vu cette jeune femme dans le coin ?» La femme l'a regardé attentivement, puis m'a répondu « Oh, oui, bien sûr. Elle va et vient souvent de la maison au numéro 14, celle-là, là-bas. » Je l'ai remerciée, le cœur battant à tout rompre, et je me suis dirigée droit vers cette maison. La maison au numéro 14 est apparue devant moi, avec ses murs tachés, sa porte en bois écaillée et un pot avec une marguerite fanée sur le rebord de la fenêtre. Je me tenais là, les mains tremblantes, avec l'impression que le monde entier retenait son souffle avec moi. J'ai frappé à la porte, et chaque coup résonnait comme un coup de marteau dans ma poitrine. La porte s'est ouverte, et je suis restée sans voix. Devant moi se tenait une femme identique à Araceli, de son visage à son corps, en passant par ses longs cheveux noirs. La seule différence était son regard effrayé et ses mains qui tremblaient alors qu'elle tenait un chiffon. J'ai balbutié, la voix brisée. « Arai Kelly !» La jeune femme sursauta, serra le chiffon et tenta de claquer la porte. Mais à ce moment-là, une autre voix se fit entendre à l'intérieur. Une voix douce mais ferme. « Isidora, ne te cache plus. Tu sais que c'est mal, toi aussi. » Je levai les yeux et vis une jeune femme sortir d'un coin de la pièce, se tenant juste derrière la femme qui ressemblait à Araceli. Elle était mince, avait les cheveux attachés en chignon et un regard intelligent mais gentil. Elle me regarda et sourit légèrement. « Je m'appelle Lucy Miller. Je suis la colocataire d'Isidora, Madame Brooks. Entrez, je vous en prie. Il est temps que vous sachiez la vérité. » Je pris une profonde inspiration, essayant d'empêcher mes jambes de trembler, et entrai dans cette petite maison au toit de tôle. Les murs étaient tachés, le sol en béton était fissuré, et une légère odeur de désinfectant flottait dans l'air. Dans un coin, un vieil homme toussait faiblement, allongé sur un vieux lit de camp, recouvert d'une couverture effilochée. Je me sentais écrasée par l'espace, mais je continuai à marcher et m'assis sur la chaise en bois que Lucy m'indiqua. La femme identique à Araceli baissa la tête et parla dans un murmure. « Je suis désolée. Je ne suis pas Araceli. Je m'appelle Isidora. » Je la regardais, l'esprit en ébullition,
incapable de dire quoi que ce soit. Isidora. Le nom était étrange, mais le visage était trop familier. Je joignis les mains, essayant de garder une voix ferme. Expliquez-moi pourquoi vous ressemblez tant à ma belle-fille et pourquoi vous vous présentez chez moi. Isidora leva les yeux, le regard plein de culpabilité, mais elle ne répondit pas immédiatement. À la place, Lucy s'assit à côté d'elle, se servit un verre d'eau dans une vieille cruche en plastique et se mit à parler. Isidora est très posseuse et très pauvre, Madame Brooks, dit Lucy d'une voix calme et claire. Ses parents adoptifs sont très malades, en particulier le monsieur qui est allongé là-bas. Il y a quelques années, Isidora a rencontré Araeli par hasard au marché. Elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, et Araceli en a profité. Elle a proposé à Isidora de se faire passer pour elle, de la remplacer pendant quelques heures chaque fois qu'elle en avait besoin. Isidora ne voulait pas, mais Araceli la payait très bien, et sa famille avait besoin d'argent pour acheter des médicaments. Je regardais Isidora et vis qu'elle avait la tête baissée, serrant le chiffon si fort que ses jointures étaient blanches. La remplacer pour quoi faire? Insistai-je, la voix pleine d'incrédulité. Pourquoi Araceli aurait-elle besoin de quelqu'un pour se faire passer pour elle? Isidora leva les yeux, la voix tremblante. « Je ne sais pas tout, madame. » Elle me disait simplement « Reste dans la maison pendant quelques heures. Fais des choses comme aller au marché. T'occuper du garçon. » Et ensuite, elle me donnait de l'argent, beaucoup d'argent. Assez pour acheter les médicaments de mes parents. Je n'osais pas en demander plus. Elle baissa la tête, et des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Je la regardais, la poitrine serrée. Tous les détails étranges des derniers mois prenaient soudainement sens. Le changement de main pour écrire, la personnalité parfois douce, parfois aigre, la voix parfois douce, parfois froide. Tout s'emboîtait désormais, comme les dernières pièces d'un puzzle que j'avais refusé de voir. Luce poursuivit d'un regard plus perçant. « Je ne sais pas si cela peut vous aider, mais j'ai vu une fois Araeli avec un homme très élégant. Il s'appelle Charles Thompson. J'ai entendu son nom lorsqu'il discutait dans un café. Il s'appelait Chéri, de manière très affectueuse. À ce moment-là, Isidora attendait dehors dans la voiture, sans rien comprendre. Le nom de Charles Thompson m'a transpercé le cœur comme un couteau. Je me suis souvenu des paroles d'Yvonne. Elle est assise en première classe, à côté d'un homme riche. La petite pièce semblait tourner autour de moi. J'ai essayé de rester calme, mais mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé le verre d'eau. Luce s'est précipitée pour nettoyer, mais j'ai simplement secoué la tête. Ma voix s'est étranglée. Elle, Araceli, trompe ma famille. Isidora s'est effondrée, la voix étranglée par les sanglots. Je suis désolée, madame. Je ne voulais blesser personne. Je voulais juste sauver mes parents. Je regardais cette jeune femme au visage identique à celui d'Araceli, mais avec un regard plein de douleur et de regret. Je voulais me mettre en colère. Je voulais crier. Mais en voyant Isadora, je ne ressentais que de la pitié. Elle n'était pas le cerveau. Elle n'était qu'un pion dans le jeu d'Araceli. Tout s'écroulait sous mes yeux. Je me suis levée, essayant de rendre ma voix ferme. « Isidora, savez-vous où se trouve Araceli? Savez-vous ce qu'elle fait lorsqu'elle vous demande de vous faire passer pour elle ?» Isidora secoua la tête, toujours en pleurs. « Je ne sais pas, madame. Elle me disait simplement de faire ce qu'elle me demandait et qu'elle me paierait. Je n'osais pas en demander plus. » Lucy posa une main sur son épaule pour la réconforter, puis s'adressa à moi. « Madame Brooks, je sais que c'est très douloureux pour vous,
Mais Isidora est aussi une victime. Elle n'avait pas d'autre choix. Je regardais autour de moi dans cette maison modeste, entendant la voix faible de l'homme allongé sur le lit de camp. Je comprenais le désespoir d'Isidora, mais cela n'effaçait pas le sentiment de trahison que je ressentais. Je serrais les poings, essayant de retenir mes larmes. Je ne vous blâme pas, Isidora, mais j'ai besoin de connaître la vérité. Je dois protéger mon fils et mon petit-fils. Je me levai avec le sentiment que le monde s'écroulait sur moi. Merci, Lucy, de m'avoir dit la vérité. Je reviendrai. Je quittai la maison et le soleil éclatant m'aveugla, mais mon cœur était froid. Le lendemain matin, je suis retournée dans cette petite ruelle où les murs tachés et la porte en bois écaillée étaient devenus une obsession dans mon esprit. Le soleil était encore chaud, mais je ressentais une froideur intérieure, comme si je portais en moi un vent glacial de doutes non résolus. J'ai frappé à la porte du numéro 14, serrant la photo de famille comme si c'était une amulette qui me donnerait le courage d'affronter la vérité. Cette fois, Isidora ne semblait pas aussi effrayée. Elle ouvrit la porte avec un regard toujours timide, mais plus calme, et m'invita à entrer. « Madame Brooks, je vous attendais. Entrez, je vous en prie. » La maison était toujours aussi petite, avec cette odeur de désinfectant et la faible toux de l'homme allongé sur le lit de camp. Je m'assis sur la vieille chaise en bois et regardais Isidora. Elle portait un chemisier simple. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche. Elle avait l'air fatiguée, mais elle n'avait plus peur. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit à voix basse : « Isidora, je veux rencontrer ta mère adoptive. J'ai besoin de mieux comprendre tout cela. » Isidora a acquiescé et m'a conduite dans un coin de la pièce où une femme très mince aux cheveux complètement blancs était allongée dans son lit, les yeux troubles fixés au plafond. C'était Madame Jones, la mère adoptive d'Isidora. Je pris sa main frêle et me présentai. « Je suis Stella Brooks, la mère de Steven, le mari d'Araceli. » Madame Jones me regarda, respirant avec difficulté, et dit d'une voix faible : « Isidora n'est pas ma fille biologique. C'est une enfant que j'ai adoptée quand elle était nouveau-née. » Ces mots me frappèrent comme un coup de marteau. Je me figeai, le cœur battant à tout rompre, mais j'essayais de garder une voix calme. « Racontez-moi comment tout cela s'est passé, s'il vous plaît. » La dame a toussé, puis a lentement commencé à me raconter une histoire à laquelle je n'étais pas préparée. Il y a de nombreuses années, j'étais infirmière dans un hôpital d'une petite ville. A-t-elle commencé, la voix tremblante. Une famille très pauvre avait eu des jumeaux. Ils étaient si pauvres qu'ils ne pouvaient pas garder les deux. La mère pleurait. Elle disait qu'elle ne pouvait en garder qu'un. L'autre, ils allaient l'abandonner. Mon cœur s'est brisé. Je ne pouvais pas les laisser abandonner ce bébé. Alors, je l'ai adopté. C'est Isidora. Elle s'est interrompue pour tousser longuement, puis elle a regardé Isidora avec un immense amour. Je l'ai élevée comme si c'était ma propre fille, mais je sais qu'elle a toujours voulu retrouver ses vrais parents. Je n'ai rien à lui offrir à part mon amour et cette maison. Je suis restée assise là, agrippée au bord de la chaise, la tête qui tournait. Savez-vous qui sont les parents biologiques d'Isidora ? Ai-je demandé, la voix tremblante. Madame Jones a secoué la tête. Je sais seulement qu'ils étaient une famille pauvre d'une ville voisine. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. Je voulais juste sauver l'enfant. J'ai regardé Isidora et je l'ai vue, le visage baissé, les larmes coulant sur ses joues. Madame Brooks, je ne sais rien de mes parents biologiques.
a-t-elle dit, la voix étranglée. Mais quand j'ai rencontré Araceli, j'ai pensé qu'elle savait peut-être quelque chose. Elle me ressemble tellement, mais elle ne m'a jamais rien dit à ce sujet. J'ai eu le souffle coupé. J'ai demandé à Madame Jones de me montrer ses anciens papiers, dans l'espoir d'y trouver un indice. Elle m'a indiqué une vieille commode en bois. Isidora en a sorti une enveloppe en papier jauni et me l'a tendue. À l'intérieur, il y avait une copie de documents hospitaliers avec la date de naissance d'Isidora. Je les ai lus rapidement et j'ai senti mon cœur s'arrêter. La date de naissance d'Isidora était exactement la même que celle d'Araceli, celle que j'avais vue sur ses papiers lorsqu'elle avait épousé Stephen. J'ai saisi les documents de main tremblante et j'ai regardé Isidora. Toi et Araceli pourriez être des sœurs jumelles, ai-je dit, la voix perdue. Isidora s'est effondrée en pleurant, se couvrant le visage. Alors Araï est ma sœur. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Pourquoi m'a-t-elle fait faire tout ça? Je l'ai regardée, le cœur brisé. Je me suis souvenu des jours où Araceli venait chez moi, radieuse et confiante, comme si elle était née pour être la femme et la mère parfaite. Je l'aimais. Je croyais qu'elle rendrait Stephen heureux. Mais maintenant, je savais qu'elle avait non seulement trompé ma famille, mais qu'elle avait également profité de sa propre sœur, l'utilisant comme doublure pour cacher des secrets que je n'osais même pas imaginer. Je me suis levée. J'ai posé ma main sur l'épaule d'Isidora, et ma voix, bien que ferme, ne pouvait cacher ma douleur. Isidora, à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus personne profiter de toi. Je vais aider tes parents à soigner leur maladie. Mais en échange, tu dois coopérer avec moi. Je dois révéler la vérité à Stephen, pour Matthew. Isidora acquiesça, toujours en pleurs. Je vais t'aider. Je ne veux plus vivre dans ce mensonge. Je la regardais et vis la sincérité dans ses yeux. Et pour la première fois, je sentis une lueur d'espoir au milieu de la tempête. Je quittais la maison et traversais la ruelle, l'âme en proie au tumulte. Je passais devant le marché animé où les gens faisaient leurs courses et riaient. Mais dans mon esprit, les paroles de Madame Jones résonnaient comme des cloches. 2 jumelles, l'une abandonnée, l'autre élevée. Et maintenant, leur destin s'était croisé dans ma propre famille. Je suis rentrée chez moi, l'âme en pagaille, comme un chant après une tempête. La vérité sur Araceli et Isidora, le secret des jumelles, était un poids qui m'écrasait la poitrine. J'étais à la croisée des chemins. Je n'étais pas prête à affronter ma belle-fille, la femme qui nous avait tous trompés, ni à révéler la vérité à Stephen et Matthew. Cette nuit-là, j'ai appelé Ivan. Ma voix était ferme, mais mon cœur tremblait. « Ivan, tu dois rentrer à la maison demain soir. J'ai besoin que tu m'éclaircisses certaines choses. » Ivan était surpris. Je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix. « Maman, quelque chose de grave est arrivé ?» Je lui ai répondu sans détour. « Viens, mon chéri, j'ai besoin de toi. Et si tu peux, apporte le passeport électronique d'Araceli. » Il n'a pas posé d'autres questions. Il a simplement répondu « Oui, maman, je serai là. » J'ai raccroché et je me suis assise, avec l'impression que le monde entier s'écroulait sur moi. Je savais que demain soir serait une soirée que personne dans cette famille n'oublierait jamais. Le lendemain, je me suis levée tôt et j'ai préparé un grand dîner familial. J'ai mis une nappe blanche sur la table, allumé des bougies. J'ai cuisiné le chili que Stephen aime tant et le poisson rôti que Matthew demande toujours. Je voulais que ce dîner soit spécial, non pas pour célébrer quelque chose, mais pour marquer un avant et un après.
J'étais dans la cuisine en train de couper des légumes. Mais mon esprit était ailleurs, entre cette ruelle sombre et les paroles d'Isidora. Je me suis dit que je devais être forte pour Steven, pour Matthew. Mais chaque coup de couteau me semblait être une blessure dans mon propre cœur. Steven est rentré à la maison alors que la nuit commençait à tomber, fatigué par son travail. En voyant la table dressée, il a été surpris. « Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi tu as préparé autant de nourriture, maman? » J'ai souri, essayant de paraître calme. Je voulais juste que nous passions tous un bon moment autour d'un bon dîner. Assieds-toi, chérie. Araeli est entrée avec sa robe bleu clair, un sourire doux, mais un peu de nervosité dans les yeux. Matthew a couru vers moi, pour m'enlacer les jambes. « Grand-mère, le poisson sent tellement bon. » Je lui caressai la tête, la gorge serrée. Je savais qu'après cette nuit, le sourire innocent de Matthew ne serait peut-être plus jamais aussi insouciant. Nous nous sommes assis à table, et au début, l'ambiance était animée. Steven parlait de son travail. Matthew parlait avec enthousiasme du dessin qu'il avait fait à l'école. Araceli acquiesçait, faisant parfois des commentaires, mais je remarquais que sa main tremblait légèrement lorsqu'elle tenait sa cuillère. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait signe à Yvonne, qui attendait dehors. Il est entré suivi d'Isidora, vêtu d'une robe simple, le visage identique à celui d'Araceli, mais avec un regard plein d'angoisse. Tout le monde à table s'est tu. Matthew a regardé Araï, puis Isidora d'un air perplexe, et a demandé innocemment « Pourquoi y a-t-il deux mamans ?» Steven a pâli, a laissé tomber sa cuillère, et Araceli s'est levée d'un bond en criant « Qu'est-ce que ça veut dire, maman ?» Je me suis levée en m'agrippant au bord de la table pour ne pas trembler. « Assieds-toi, Araceli, » ai-je dit d'une voix lente mais ferme. « Nous devons tout clarifier. » Je commençais à raconter l'histoire, et chaque mot me déchirait de l'intérieur. L'appel d'Yvonne depuis l'aéroport, lorsqu'il l'avait vue dans un vol pour la France, alors qu'elle était encore à la maison. Le moment où elle avait changé de main pour écrire. Sa personnalité, parfois douce, parfois acerbe. Et enfin, ma visite dans la ruelle où j'avais rencontré Isidora et découvert le secret des jumelles. Toi et Isidora êtes des sœurs jumelles, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Tu as profité de ta sœur pour cacher la vérité. Dis-nous quelle est la vérité. Araceli tremblait, le visage blanc comme du papier. Elle a crié, essayant de se défendre. Elle invente tout ça pour m'humilier. Comment oses-tu? Mais Yvonne s'est approchée et a posé une pile de papier sur la table avec un bruit sourd. « Voici une copie de votre passeport électronique avec le tampon d'entrée et de sortie de France, » dit-il d'une voix dure. « Vous ne pouvez pas être à la maison et prendre l'avion pour la France en même temps. » Araceli regarda les papiers, les lèvres serrées, incapable de dire quoi que ce soit. Matthew, assis à côté d'elle, intervint soudainement d'une voix innocente mais douloureuse. « C'est vrai, grand-mère. Certains jours, ma mère est un ange. Et d'autres jours, elle est vraiment méchante. Je n'aime pas la maman méchante. » Les Harold, mon petit-fils, étaient comme un coup de poignard, et je dus me retenir de pleurer. L'atmosphère dans la pièce était si pesante qu'il était difficile de respirer. J'acquiesçai et fis signe à Lucas, qui venait d'entrer par la porte arrière. Elle se tenait là, le regard perçant, et dit à tout le monde « J'ai vu Araceli avec Charles Thompson. Il s'appelait Chérie, et c'est elle qui a engagé Isidora pour se faire passer pour elle et tromper la famille. »
Steven s'est tourné vers sa femme, la voix étranglée. « Est-ce que vrai, Araceli? Dis-moi, est-ce que vrai ?» Raquel s'est mordu la lèvre en silence pendant un long moment, puis a soudainement crié, la voix pleine de rage. « Oui, c'est vrai, j'ai un amant. J'en ai marre de cette vie misérable. J'en ai marre d'être la belle-fille dans cette maison. Charles m'offre une vie 100 fois meilleure. Et toi, Steven, tu ne sers à rien. » Ces mots furent comme une bombe qui explosa dans la pièce. Steven se figea, serrant les poings si fort qu'ils devinrent blancs. Matthew fondit en larmes et courut me serrer dans ses bras, la voix tremblante. « Grand-mère, qu'est-ce que ma mère a dit? » Je l'ai serré hors dans mes bras, et des larmes ont coulé sur mes joues. J'ai regardé Araceli, le cœur brisé. Elle se tenait là, le regard froid, sans le moindre remords. Steven s'est levé, la voix tremblante. « Araceli, tu penses vraiment ça ?» Elle s'est retournée et est partie sans répondre. Tiens, Isidora, qui était restée silencieuse, a soudainement pris la parole d'une voix basse mais claire. « Ma sœur, tu n'avais pas besoin de leur faire autant de mal. Je voulais juste t'aider. Mais je ne savais pas que tu irais aussi loin. » Araceli lui lança un regard noir, mais ne dit rien. Elle se contenta de se retourner et de partir. La porte claqua, laissant la pièce dans un silence douloureux. Après cette nuit de confrontation, l'atmosphère dans ma maison semblait avoir perdu toute vie. Le salon, qui était autrefois rempli des rires de Matthew et des conversations de Steven, était désormais envahi par un silence étouffant. J'avais consacré toute ma vie à ma famille, mais j'avais désormais l'impression d'être quelqu'un qui venait de survivre à un ouragan, debout au milieu des décombres de la maison dont j'avais tant pris soin. Araceli était partie après avoir crié ces mots amers, laissant Steven avec un regard vide et Matthew avec des larmes innocentes. Je savais que tout avait changé pour toujours. Une semaine plus tard, Steven et Araceli se sont rendus au tribunal pour divorcer. Je n'y suis pas allée, mais Steven m'en a parlé après coup, d'une voix sèche, comme s'il avait perdu son âme. « Maman, elle ne nous a pas regardés, Matthew et moi. Elle a signé les papiers et est partie avec cet homme comme si nous n'avions jamais existé. » Je me suis assise à côté de lui tenant la main, essayant de ne pas pleurer. Araceli n'a pas demandé la garde de Matthew, comme si le garçon n'était qu'un personnage d'une pièce dont elle s'était lassée. Mon cœur se serrait, non seulement pour Steven, mais aussi pour Matthew, un garçon de 7 ans qui ne méritait pas d'être abandonné ainsi. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, » lui ai-je dit d'une voix tremblante. « Je serai toujours là, et Matthew ne manquera jamais d'amour. Mais au fond de moi, je savais que cette blessure mettrait longtemps à guérir. » Steven s'est effondré. Il est devenu silencieux, parlait peu. Il se plongeait dans son travail ou s'asseyait pour regarder Matthew jouer dans le jardin. Je regardais mon fils et voyais dans ses yeux la même tristesse que mon mari Raphaël avait dans ses derniers jours, lorsqu'il savait qu'il ne pourrait plus rester avec nous. Je voulais le serrer dans mes bras pour lui dire que tout irait bien, mais je ne savais pas par où commencer. Heureusement, Isidora est apparue, silencieuse comme une petite lumière dans l'obscurité. Elle venait à la maison tous les jours. Elle apportait des plats chauds, s'asseyait pour jouer avec Matthew et essuyait ses larmes lorsqu'il demandait « Tante, où est vraiment partie ma maman ?» Je regardais Isidora. Je voyais ce visage identique à celui d'Araceli, mais avec un cœur complètement différent. Elle était douce, patiente, et trouvait toujours le moyen de faire rire Matthew.
Un après-midi, j'ai vu Matthew courir vers Isidora pour la serrer dans ses bras, avec sa petite voix joyeuse. « Maman, Isidora, apprends-moi à dessiner un petit oiseau. » J'étais surprise, le cœur serré. Le garçon l'appelait maman, avec un sourire insouciant que je n'avais pas vu depuis longtemps. Isidora a ri et lui a caressé la tête. « Bien sûr, mon amour, mais tu dois le dessiner très joliment pour que je puisse le voir. » Maintenant, je suis restée là, les larmes coulant sur mes joues. Les paroles innocentes de Sedeka matin étaient comme un remède qui apaisait ma douleur. Je savais qu'Isidora n'avait pas seulement remplacé Araeli pendant ses jours de tromperie, mais qu'elle était en train de devenir un membre de notre famille, avec son cœur sincère. Un heure alors que je nettoyais la cuisine, Steven m'a appelé dans le salon. Il se tenait là, tenant une petite bague entre ses mains tremblantes. Son regard était un mélange de nervosité et de détermination. Isidora était à ses côtés, le visage rougi et les yeux brillants. Steven s'est agenouillé et sa voix s'est brisée. « Isidora, je ne veux plus perdre de temps. Tu as ramené la lumière dans ma vie et celle de Matthew. Accepterais-tu d'être ma femme et la maman de Matthew ?» Isidora s'est effondrée en larmes, me regardant comme pour chercher mon approbation. Je me suis approchée, j'ai pris sa main et j'ai hoché doucement la tête. « Tu le mérites, ma chérie. Tu fais partie de cette famille depuis longtemps. » Elle m'a serrée dans ses bras. Ses larmes ont mouillé mon épaule et j'ai su que c'était le moment où ma famille commençait à guérir. Le mariage de Steven et Isidora a eu lieu peu après. Une cérémonie modeste, mais pleine d'amour. J'étais dans le jardin, regardant les roses rouges attachées à la clôture, écoutant Matthew rire dans son petit costume, le petit garçon d'honneur de son père. Yvonne est revenue d'un voyage d'affaires et s'est tenue à côté de son frère, avec un sourire aussi radieux que le jour où il a enfilé son uniforme de pilote pour la première fois. Je me suis assise au premier rang, les larmes coulant sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de bonheur. J'ai regardé Isidora dans sa robe de mariée simple, tenant la main de Steven, et j'ai su que ma famille avait trouvé un cœur sincère. Après avoir perdu un imposteur, la vie est revenue à la normale. Isidora a continué à mener une vie simple, s'occupant de Steven et Matthew avec tout son amour. Elle préparait des repas chauds, chantait à Matthew pour l'endormir la même chanson que je chantais à mes fils, Celito Lindo. Chaque soir, elle s'asseyait à côté de Steven et l'écoutait parler de ses plans et de ses projets avec un regard plein de fierté. Matthew ne posait plus de questions sur son autre maman. Il se blottissait simplement contre Isidora, l'appelant maman avec un sourire radieux. Je regardais ma famille et voyais les blessures se mettre à se refermer lentement. Un soir tard, je me suis assise sous le porche. Le vent soufflait doucement dans le jardin. On entendait les rires de Matthew à l'intérieur, mêlés à la douce voix d'Isidora. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et j'ai vu Steven concentré sur son travail, tandis qu'Isidora lui préparait une tasse de thé, la posait à côté de lui et lui donnait un doux baiser sur le front. J'ai souri, sentant enfin mon cœur en paix. J'ai repensé au long chemin que j'avais parcouru, depuis mes premiers doutes, depuis l'appel d'Yvonne, jusqu'à cette ruelle sombre où j'avais découvert la vérité. La vérité avait été cruelle, mais comme mon mari Raphaël avait l'habitude de dire, « La vérité te rendra libre, Stella. » Et c'est ce qui s'est passé. La vérité nous a libérés. Elle nous a apporté Isidora et nous a offert un nouveau départ.
beaucoup plus lumineux et heureux. Les noms et les lieux de l'histoire que vous venez d'entendre ont été modifiés afin de protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne racontons pas cette histoire pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un l'écoutera et s'arrêtera pour réfléchir au nombre de mères qui souffrent en silence dans leur propre foyer. Je me demande sincèrement, si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Choisiriez-vous de vous taire pour préserver la paix ou oseriez-vous tout affronter pour retrouver votre voie? Je veux connaître votre opinion, car chaque histoire est comme une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Dieu nous bénit toujours, et je suis convaincue que le courage nous mène vers des jours meilleurs. En attendant, sur le dernier écran, je vous laisse avec 2 des histoires les plus appréciées de la chaîne. Je suis sûre qu'elles vous surprendront. Merci de m'avoir suivi jusqu'à présent.